twats lucky that I showed up. Et du coup, j'ai adoré la fin avec elle qui était... Vraiment, on a eu... Tous les fanboys de The Boys ont dû adorer le final avec Stormfront. Vraiment, on a eu ce combat déjà... Du coup, tout le teasing avec le Girls Get It Done, tous ces affiches avec tous les Seven réunis, le tournage, on voyait toutes les filles réunies. Tout ça, ça nous vendait à ce final où t'as toutes les filles qui démontent Stormfront exactement comme dans les comics, sauf que dans les comics, ce sont les hommes qui font ça, qui foutent Stormfront à terre, qui le massacrent à mort. Donc il faut savoir que dans les comics, les The Boys prennent du composé V, du coup ils ont une force surhumaine, donc eux aussi peuvent blesser Stormfront. Et ce que j'ai adoré, c'est que comme dans les comics, ça a un symbole. Vu que dans les comics, du coup, comme je dis, c'était l'Axe massacré par les Alliés par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais là, du coup, tu as Starlight, le féminisme, tu as Kimiko, les étrangers, les immigrants, et tu as Maeve, les lesbiennes, parce que là, tu as Starlight, le féminisme, Kimiko, les étrangers, et Maeve, l'homosexualité, et donc le groupe LGBT, qui massacre le nazisme. Et donc on a ces trois... Donc on se retrouve avec ces trois... Merde, comment on dit ça ? Donc on se retrouve avec ces trois mouvements qui sont l'opposé du nazisme, qui massacrent le nazisme, et ça c'était énormément satisfaisant. Même si c'est pas de ça que Stormfront meurt, contrairement aux comics du coup, parce que les comics, je vous jure, c'est très très violent. Et donc Stormfront part pour essayer d'aller chercher Ryan, qui est un peu son fils de substitution, et c'est ce qui marchait très bien, le fait que Homelander lui a offert un fils de substitution après qu'elle ait perdu sa fille. Donc il y avait vraiment un côté très touchant là-dedans. Quand même, Stormfront c'était pas un personnage froid sans émotion, bien sûr. Voilà. Et là on est avec ce final où t'as Becca qui lui crève l'œil, et dans les comics c'est Kimiko qui lui fait ça. Et dans les comics, Stormfront reste un sacré moment avec son œil crevé d'ailleurs. Alors que là, il le crève l'œil que pour le final du coup, mais c'est enfin d'un Stormfront avec l'œil crevé comme dans les comics. Et donc là, elle se fait dézinguer par Ryan du coup. Et cette scène était extrêmement forte où Billy essaye de sauver Becca mais il pouvait rien faire. C'est une scène très 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 stressante qui marchait très bien. Et le résultat était parfait avec Becca qui s'était fait tuer qui s'est fait blesser par Ryan. Du coup, c'était excellent comme résultat. C'était un excellent résultat du coup. Je le répète. Après, il y a un truc que je comprends pas. Quand Homelander balançait ses rayons laser sur les nibs de Stormfront, ça lui faisait pas grand chose. Mais quand c'est Ryan, ça fait de la charcuterie. Est-ce que ça ne veut pas dire, soit c'est une incohérence, soit c'est clair que Ryan est vraiment plus puissant que Homelander et que Ryan est donc une alternative au Homelander. Et c'est pour ça que le gouvernement le garde à la fin d'ailleurs, Ryan. Parce qu'il est une alternative au gouvernement, comme un certain personnage des comics que je ne mentionnerai pas du coup. Vu que j'en parlerai un jour. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont prendre énormément de liberté par rapport à ce personnage qui est dans les comics est censé être l'alternative au Homelander, vu que ce sera pas lui, ce sera Ryan du coup. Qui va au fil de la série sûrement un peu plus grandir d'ailleurs, donc. Évidemment. Je le sens la fight Ryan Homelander débarquer dans quelques années, je le sens. Et donc on est sur quelque chose d'un peu touchant quand même. On a Stormfront qui a fini en Dark Vador. Donc je me demande si elle va pas revenir en mode Dark Vador la prochaine saison, en mode robotique, ça m'étonnerait. Mais juste pour la déconnade, vous voyez. Parce que de base avec ses éclairs, elle fait penser à Palpatine. En plus elle est nazie et Star Wars, c'est une grosse métaphore au nazisme. Donc pourquoi pas, on serait capable d'aller jusqu'au bout, vu qu'elle n'est pas morte à la fin. Ça a été dit, elle n'est pas morte, on la voit pas mourir. Et le showrunner a dit qu'elle n'est pas morte. Et que justement, il trouvait ça satisfaisant. La signification de sa défaite, c'était que une personne qui cherche la perfection, qui vénère personne nazisme, qui veut la supériorité, la perfection, l'être arien suprême, et ben c'est paradoxal que cette personne qui ne vieillit pas, qui est là depuis des centaines d'années, finisse tout le reste de sa vie éternelle handicapée avec des jambes et des bras en moins en fait. Et c'est vrai que c'est une phase très satisfaisante. C'est vrai que c'est une phase très satisfaisante quand tu le dis comme ça. Du coup, donc voilà, donc elle n'est pas morte. Et donc j'ai bien aimé cette fin, la Dark Vador, où elle perd la tête, elle revit les plus beaux moments qu'elle avait avec son mari et sa fille. Donc là, pour moi, ça faisait une belle conclusion au personnage qui est maintenant détenu en détention par Vogt. Et je pense qu'on la reverra en saison 3. Je pense qu'on la reverra déjà en flashback, vu qu'on va découvrir Soldier Boy et les Paybacks en saison 3, qui sont la toute première équipe de super-héros des années 40. Et Stormfront est la toute première super-héroïne tout court.
Donc je pense qu'on la verra dans les flashbacks parmi eux, puisque dans les comics, elle est le chef des Paybacks. Bon, dans la saison 3, ce sera Soldier Boy, mais au moins, je pense qu'elle a peut-être été membre. Pardon. Je pense qu'elle a peut-être été membre quand même pour rester fidèle aux comics. Et peut-être parce que Homelander va vouloir la sauver, la secourir, je sais pas, parce qu'elle reste quand même détenue chez Vogt, et je sais pas si elle a repris ses esprits depuis, ou si elle est vraiment dans un état végétatif où elle revit le même souvenir à chaque fois, ça je sais pas. Mais voilà, Stormfront, j'ai bien aimé, j'ai adoré ce personnage de A à Z, la fin était génialissime, parfait, nickel, waouh, voilà. Maintenant je vais parler des The Boys, en général je vais faire les The Boys un par un, du coup on a Mother's Milk, j'aime bien Mother's Milk, la crème en français, que j'ai bien aimé dans cette saison parce que en saison il était un peu invisible. C'était le personnage qui voulait sauver sa fille, et c'était son enjeu, mais sinon c'était un personnage assez classique, qui n'était pas forcément une star dans la série, qui marquait pas forcément les esprits. Et là j'ai adoré ce qu'ils en ont fait dans cette saison, vu qu'on découvre sa backstory, on découvre pourquoi il lutte contre Vogt, on découvre que son père qui était avocat a essayé de faire tomber Vogt et il en est mort, vu qu'il a une maladie qu'il a tué et qu'il a emporté avec ses preuves face à Vogt. Et du coup, Vogt a gagné et Vogt a tué son père, entre guillemets. Et donc, c'est exactement ça dans les comics. D'ailleurs, c'est exactement ça, son père avocat, etc. Et donc, il y a aussi tout ce message des noirs martyrisés également. Et c'est pour ça que j'ai adoré cette scène où il parle à la vieille dame noire dont le père s'était fait massacrer par Stormfront quand elle était Liberty. C'était une scène très touchante d'union, du coup, c'était très beau. Et donc, ça, c'est aussi ce côté-là que j'aime bien. Et il y a une grosse différence avec les comics. Dans les comics, il faut savoir que Mother's Milk naît d'une mère qui a bossé pour Vogt, puisque c'était une noire qui a bossé un peu comme les usines d'armement. Elle crée du composé V à chaque fois, et du coup, elle a été contaminée par le composé V, sa mère. Et donc, elle est née très grosse, elle est née en faisant 3 enfants, un handicapé à vie, et Mother's Milk qui est obligé de boire du lait pour vivre, en fait, dans les comics. Parce que du coup, Mother's Milk, c'est son handicap, il est obligé de boire du lait à chaque fois. Sauf que ça, ils l'ont attribué à Homelander dans la série. Ce qui est pas mal non plus. Mais moi j'aurais trouvé ça extrêmement creepy mais à la fois fun de voir ça, le fait que Mother's Milk ait besoin d'allaiter le sein de sa mère à chaque fois et de boire du lait à chaque fois également. Parce que c'est vrai dans la série, on sait pas pourquoi il s'appelle Mother's Milk en fait. Pourquoi il s'appelle Mother's Milk en fait. Mother's Milk, le lait de mère du coup. Ça j'aimerais qu'on le sache un jour quand même. Ensuite, ce que j'aime vraiment avec ce personnage, c'est que c'est vraiment... Et si Billy Butcher n'était pas fou en fait. C'est vraiment le leader charismatique s'il n'y a pas Billy Butcher. Vraiment, quand Billy Butcher lui donne les rênes de leader, on voit que c'est Billy Butcher, mais droit, avec des émotions, qui peut être le papa poule. J'ai adoré sa scène où il discutait de glace, il discutait avec Starlight, il parlait de sa vie. C'est très touchante, on voit que c'est le gars, c'est le père de famille, vraiment charismatique, costaud, mais qui a un cœur. D'ailleurs, il regardait Outlander comme série, qui était une série d'amour, je crois. Donc c'était vraiment extrêmement drôle. Et donc j'ai adoré ce personnage vraiment qui est vraiment un peu ce côté, c'est le sous-chef un peu de Billy Butcher. Vraiment, et si Billy Butcher était quelqu'un de bien en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré avec ce personnage qui est vraiment excellent. Ensuite, on a Frenchie. Bon, si vous regardez la série en VO, vous le savez. Frenchie n'est pas français. Le personnage est français, mais l'acteur ne l'est pas. Et il y a des séquences dans la série, quand vous regardez la série en anglais, où il parle français. Et il parle français avec un accent israélien, parce que l'acteur est israélien. Il fait les scènes où il parle français, c'est qu'est-ce que tu fabriques, mais putain de merde, mais qu'est-ce que tu fais, mais tu te fous de ma gueule, mais tu n'es pas français. Et donc j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort de prendre un français, mais non, ils ont pris un israélien. Du coup, nous, français, sommes tous sur le cul quand ils parlent français. Du coup, mais sinon, c'est un personnage, je suis pas un grand fan de Frenchie. Je trouve que j'étais pas trop fan de ce qu'il lui faisait parce que le gars, il profitait de la mort du frère de Kimiko pour essayer de la draguer, en fait, parce qu'il est amoureux d'elle, ça on le sait. Et au final, quand on découvre sa backstory dans l'épisode 5, enfin je suis attaché au personnage, le fait que à cause de lui, les enfants de sa patronne Mallory, les petits-enfants de sa patronne Mallory se sont fait cramer par Lamplighter parce qu'il est parti sauver son pote d'overdose, alors que le gars, quelques mois plus tard, meurt d'overdose, donc c'est comme s'il l'avait sauvé pour rien. Donc vraiment, j'ai adoré ce traumatisme du personnage, le fait qu'il a été recruté par les The Boys, parce que c'est un gars qui fabrique des objets, qui est spécialisé pour tuer des super-héros, ça c'était très stylé également. L'expert en massacre de super-héros, c'était très stylé. Et vraiment, j'ai adoré sa relation de rivalité avec Lamplighter, du coup, qui était un peu sa némésis dans l'épisode 6.
Donc voilà, Frenchie, c'est un personnage que j'ai bien aimé, le voir essayer de canaliser Kimiko, le voir réussir à la faire sourire, à la faire apprendre, et Kimiko qui lui apprend enfin sa langue des signes, c'est très touchant, et du coup ils ont plutôt un bel happy end à la fin de la saison, du coup, avec les deux qui sont en couple et qui s'entendent bien maintenant. Et Kimiko est un personnage qui marche très bien, que j'aime bien. Karen Fukuhara, sous-côté dans Suicide Squad, sous-utilisation de katana, c'était de la merde, on va dire. Alors que là je trouve, c'est une excellente actrice, je trouve, Karen Fukuhara, parce que c'est un personnage qui ne parle pas, parce qu'elle a été traumatisée par Vogt qui a massacré son village, du coup. Donc elle ne parle plus, elle a un blocage psychologique. Et donc c'est incroyable comment elle arrive à transmettre des émotions que par le regard, en fait. Parce qu'elle a une énorme palette d'émotions, je trouve. Elle arrive vraiment à être touchante quand elle fait son câlin à Starlight, quand elle est contente de la voir. C'est très touchant, ça, comme scène, par exemple. Le fait qu'elle ait perdu son frère, qu'elle veut se venger de Stormfront d'avoir tué son frère qu'elle venait de retrouver, en plus. Vraiment, on est vraiment dans quelque chose d'assez triste. Même si l'arc de son frère, j'avoue, je l'ai trouvé chiant. Et donc j'ai bien aimé la séquence où elle se défoule contre des Libanais. Parce que c'est un truc des comics, en fait. Quand la femelle, du coup, elle s'appelle la femelle, Kimiko, la femelle, c'est son nom de super-héroïne. Quand la femelle n'affronte pas les super-héros, ben, elle tue des mafieux, en fait. Et c'est ce qu'ils ont adapté dans l'épisode en question. Elle arrachait le visage du gars, et moi j'adore les violences graphiques avec cette série, je suis servi, c'est magistral, les violences graphiques, les têtes qui explosent, c'est ce que Suicide Squad devrait être. Et c'est ce que Suicide Squad 2 devrait être l'année prochaine. Normal, j'espère. Néanmoins, la violence graphique, c'est génial dans cette série. Les têtes qui sont écrasées, le visage déchiré. J'adore la violence graphique. C'est vraiment très intéressant à regarder ce type de choses. Moi, je trouve. C'était le côté psychopathe qui était en moi. Voilà. Et donc j'ai bien aimé le fait qu'elle soit de plus en plus gentille, qu'elle rigole à la fin pour se foutre de la gueule de Stormfront. Vraiment, qu'elle commence à pousser des sons. Et je pense qu'à la fin de la série, elle va parler. Mais pas avant la fin de la série, je pense qu'elle parlera pas là. Mais dans les prochaines saisons, elle sera beaucoup plus sympa, on va dire. Avec Frenchie, le fait qu'elle lui apprenne enfin sa langue, etc. Vraiment, c'est le petit couple un peu amusant des The Boys. C'était vraiment très cool de les voir ensemble. Et voilà, j'aime bien ce personnage qui est d'ailleurs une parodie de Wolverine et de Lady Deathstrike, la Wolverine de féminin. Voilà. Ensuite, on a Mallory, vite fait. Mallory qui est la leader originale des The Boys, d'ailleurs, qui est un homme dans les comics, qui est le colonel de Butcher, qu'on voit pas tellement dans cette saison, mais qui fait son taf, qui est toujours là. Et tout l'arc avec les petits-enfants, je vais y revenir d'ailleurs avec Lamplighter, juste après. Donc, on va passer au Seven. Et au Seven, il y a du bien et du moins bien. J'ai envie de commencer par Black Noir, parce que j'adore Black Noir. Sans spoiler, dans les comics, Black Noir, son identité est un énorme twist des comics. Voilà, je ne dirai pas plus. Et la série, tout ce que la série nous montre de Black Noir depuis le début, nous dissuade complètement par rapport aux comics. C'est sûr, le twist sur Black Noir dans la série, ce sera un truc complètement différent des comics, ça c'est sûr. Vu que on a eu plein d'indices quand on voit ses pouvoirs dans la saison, quand on voit un bout de son visage dans la saison également, on se dit ils vont faire quelque chose de totalement nouveau des comics, et je pense que ce sera moins marquant vu qu'on peut pas faire plus marquant que dans le comics, mais j'espère que ce sera aussi bien et que ce sera surprenant quand même. Voilà. Au niveau du donc voilà, je vais pas spoiler, je vais pas théoriser sur Black Noir parce que si je théorise, je spoil. Du coup, je spoil un peu dans tous les cas. Mais du coup, Black Noir, ce que j'ai adoré, c'est le gars qui a des émotions mais qui n'a aucune expression vu que le gars est totalement couvert de noir en fait. Vraiment, le gars, quand on le voit pleurer par rapport au fait que ses pouvoirs viennent du composé V, ça c'est giga drôle. Quand il rend hommage à la baleine de The Deep comme ça, c'est giga drôle également. Vraiment, le fait qu'il soit allergique aux amandes, ça c'était magique également. D'ailleurs, c'est une vraie allergie de l'acteur qui joue Black Noir, donc c'était assez fun. Et du coup, je suis content que l'acteur qui joue Black Noir le joue également quand il enlève le masque, du coup, vu qu'on découvre un bout de son visage un peu brûlé, du coup. Et c'était plutôt cool de voir un premier aperçu de son visage. Et puis c'est le gars qui a les pires cachettes au monde. Le gars, on le voit carrément derrière le toit de la maison dans l'épisode 5, justement. Donc le gars, il est nul pour se cacher. Et puis ses goûts musicaux très, très classiques, vu qu'il déjà il pratiquait du piano en saison 1, mais là on découvre la musique de son téléphone qui est de l'opéra, du coup. Franchement, Black Noir, il est magique. Et puis c'est un peu le seul personnage auquel Homelander peut compter, vu que Black Noir c'est le gars qui obéit à tout le monde. Bon, après je pense qu'il appartient surtout à Vogt et à Edgar, du coup. Et puis la fin où il finit dans le coma, donc voilà, il va s'en remettre, c'est sûr, il reviendra en saison 3, il sera plus fort que jamais, on va dire, on aura encore plus de Black Noir en saison 3,
Mais voilà, on lui souhaite un bon rétablissement à ce Black Noir, qui est du coup une parodie de Batman, du coup ça se voit, puisqu'il fait partie de la Trinité avec Maeve et Homelander, et de Deadpool parce que le gars a un costume similaire, il a un visage cramé, mais il ne parle pas du tout contrairement à Deadpool. Ce bon vieux ninja. Voilà. Ensuite on a Maeve. Maeve c'était justement un personnage qu'on voyait extrêmement peu en saison 1. Et là, c'est comme Black Noir qu'on voyait extrêmement peu en saison 1 aussi. Ce sont les deux membres des Suns mis en avant dans cette saison 2 du coup à la place. Et donc j'ai bien aimé son arc, le coming out que lui a volé Homelander, le fait qu'elle se sente menacée par Homelander, qu'elle a peur de se faire massacrer par Homelander, que tout le monde sache qu'elle est lesbienne maintenant alors que c'était quelque chose de privé à la base, et qu'elle aime sa copine Helena, qu'elle est amoureuse d'elle. Déjà, elle est beaucoup moins déjà, elle reste alcoolique comme dans les comics et comme dans la saison 1. Vu que dans les comics, elle est très alcoolique. Par contre, dans les comics, elle est pas lesbienne. Dans les comics, son arc des comics, c'est qu'elle est alcoolique. Mais elle est très, très, très alcoolique, on va dire. Là où dans la série, elle est alcoolique, mais elle est aussi lesbienne, et c'est vraiment cet arc-là qui est vraiment approfondi, on va dire. Le fait qu'elle soit lesbienne, l'utilisation de Vogt par rapport à ça, le drap avec cette peinture avec le drapeau LGBT et tout, tous ces abus de pouvoir, de marketing pour une orientation sexuelle, tout simplement. Et moi, le fait qu'elle veuille se sauver la peau, etc., j'avais peur pour elle, j'avais peur qu'elle meure quand même, parce que ça commençait à puer avec Homelander qui était prêt à la buter à tout moment, quand même. Donc j'avais peur pour elle et je suis content qu'elle survive au final. Et donc j'ai bien aimé l'avoir défoncé Stormfront qui était l'une de ses ennemies, vu que Stormfront est nazie, elle n'aime pas les homosexuels et les lesbiennes donc. Et le fait qu'elle réussisse à chanter Homelander aussi c'était très cool, et le fait qu'elle sauve Starlight, c'est une scène des comics d'ailleurs, c'est une scène des comics où Black Noir est sur le point de violer Starlight et Maeve lui interdit. Là c'est différent, c'est Maeve qui bat Black Noir pour sauver Starlight, mais on est dans le même type de contexte un peu. Et donc j'aime bien le fait que ce soit un peu elle c'est un peu une alliée des The Boys aussi du coup avec Starlight, ce sont les deux alliés, les deux gentils maintenant. Et franchement c'est un personnage intéressant et l'actrice c'est très bien, c'est une meilleure Wonder Woman que Wonder Woman. Parce que Gal Gadot en Wonder Woman, petite parenthèse, Gal Gadot est une très mauvaise actrice. Elle n'a absolument pas la voix d'une Wonder Woman, elle n'a pas le physique. Le physique, je m'en fous, mais je veux dire, elle n'a pas la musculature du Wonder Woman. Le truc, c'est Gal Gadot, ok, le casting fait polémique et tout, mais au moins muscle-toi. Wonder Woman, pourquoi elle est... Justement, Maeve, elle est grande, elle est imposante, elle dégage quelque chose, vous voyez. Alors que Gal Gadot, c'est une top modèle en Wonder Woman, c'est tout, c'est pas Wonder Woman. Wonder Woman, pour moi, c'est censé être une guerrière musclée, parce que, ok, elle a des super pouvoirs, mais c'est une guerrière qui s'est entraînée, qui est musclée, qui est balèze, qui est grande, parfois, visage carré, vraiment qui dégage quelque chose, une visage de guerrière, qui peut être à la fois douce, mais une guerrière qui peut rager à chaque fois. Mais Gal Gadot ne dégage absolument pas ça. Parce que c'est trop une maman poule, elle a trop une voix douce, alors quand elle se met en mode guerrière, c'est nul. Je déteste cette Wonder Woman que tout le monde aime sauf moi. Alors que elle, l'actrice qui joue Maeve, c'est Wonder Woman. Je vois Wonder Woman rousse, mais je vois Wonder Woman, elle a le physique, elle a tous les atouts de Wonder Woman. Elle a la voix, elle a le charisme, elle a le côté rage, elle a le côté guerrière. Quand elle tabasse Stormfront, l'actrice est vraiment nickel. Et d'ailleurs, j'aime bien le fait qu'on soit un peu dans ses équivalents des comics, quand elle baise avec tout le monde à la fin, quand elle boit son alcool, quand elle provoque tout le monde, quand elle fait peur à Yui. Dans le final aussi, c'était assez drôle, Yui qui se sentait intimidé par elle. On était vraiment dans la version des comics qui elle aussi est une version très provocatrice également. Donc j'ai beaucoup aimé Maeve qui était bien développée dans cette saison. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, Black Noir et Maeve étaient les persos qu'on voyait très peu en saison 1. Mais là, c'est les personnages qu'on voit le plus en saison 2. Ça veut dire que les deux membres des Suns qu'on voyait beaucoup en saison 1 sont les personnages qui sont les moins bien utilisés en saison 2. Avec The Deep, tout simplement. Et pourtant, The Deep, ça commençait bien. The Deep, du coup, qui lui, son arc, c'est l'arc des violeurs, hein, le violeur qui veut se racheter, justement. Ça partait bien. Le gars, il avait des scènes marquantes. Il y avait la scène de la baleine. Quand il parlait avec ses bronchies, doublé par Patton Oswalt comme acteur, d'ailleurs, c'était assez drôle. Le gars, il avait ses scènes marquantes. Et donc, il voulait rejoindre les Seven et il obéissait aux règles toute la saison. Mais au final, après, son arc n'était pas si intéressant que ça parce qu'il ne faisait qu'obéir aux règles, en fait, de Alistair Adana, le chef de l'église du collectif. Et puis à la fin, il se fait, à la fin, il est viré il quitte l'église, il est viré, il fait nique sa mère et il se barre. Du coup, ça veut dire qu'on l'a suivi tout ce temps pour rien. Et ça, j'ai bien aimé ça, parce que justement, ça veut dire ça veut déjà le message, c'est qu'un violeur sera toujours un violeur, il pourra jamais se racheter déjà. Ça, c'est un message intéressant d'ailleurs. Donc quelque part, il y a quand même un fond derrière ça. Et c'est aussi pour montrer que
c'est comme c'est la parodie d'Aquaman, le gars il est tellement ridicule qu'au final le gars, on a passé un arc entier en saison 2 sur lui pour rien. Parce que le gars c'est une merde, il sert à rien, il est nul à chier, personne ne l'aime. T'as même Homelander qui veut entraîner Ryan à buter, à démonter une figurine, The Deep qui est homme poisson en français d'ailleurs. Le gars il ne sert à rien. Et c'est ce que j'ai adoré avec son arc, mais c'est juste que il avait des scènes marquantes en début de saison et ensuite on l'a oublié en cours de route, j'avais l'impression. Ça, j'étais assez déçu de ça.